Tu penses qu'elle a changé, que la personne que tu as rencontrée au début, lumineuse, parfaite, presque irréelle, a disparu, que quelque chose s'est cassé, et tu portes ce deuil comme une blessure ouverte, persuadé d'avoir perdu quelqu'un d'exceptionnel. Mais voici la vérité que ton cerveau t'a cachée depuis le début. Elle n'a pas changé, c'est ton illusion qui s'est effondrée. Et cette illusion, tu l'as construite toi-même, brique par brique, sans t'en rendre compte. Le cerveau n'aime pas l'incertitude. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ton cerveau fait face à un problème urgent. Cette personne est un inconnu. Il n'a pas de données. Et l'incertitude pour lui, c'est un danger. Alors il fait quelque chose de radical. Il invente. À partir d'un seul signal, un sourire, une silhouette, une façon de parler, il construit une version complète de cette personne. Il comble les vides. Il projette des qualités. Il bâtit un personnage. Ce mécanisme a un nom. C'est l'effet de halo. En 1920, le psychologue américain Edward Thorndike publie une expérience devenue célèbre. Il demande à des officiers militaires d'évaluer leurs soldats sur plusieurs critères distincts: l'intelligence, la discipline, l'aptitude physique, le caractère. Ce qu'il découvre est troublant. Les notes ne sont pas indépendantes. Si un officier trouve un soldat beau ou charismatique, il lui attribue automatiquement des scores élevés sur toutes les autres dimensions, même celles qu'il n'a pas encore observées. Un seul trait positif crée un halo, et ce halo illumine tout le reste. Puis, en 1972, les psychologues Dion, Bershade et Walster poussent la recherche encore plus loin. Leur étude, What is Beautiful is Good, démontre que les personnes physiquement attractives sont automatiquement perçues comme plus intelligentes, plus compétentes, plus chaleureuses et plus susceptibles de réussir leur vie amoureuse et professionnelle. Leur cerveau n'avait aucune preuve de tout ça, juste une impression de beauté. C'est ça le halo. Ce n'est pas une faiblesse rare, c'est le mode opératoire par défaut de ton cerveau. Maintenant, applique ce mécanisme au moment où tu es tombé amoureux. Tu l'as vu. Quelque chose t'a frappé, un rire, une façon de regarder, une présence. Et en quelques secondes, sans le savoir, tu venais de déclencher un programme automatique. Ton cerveau a pris ce signal initial et a commencé à construire. À chaque interaction, il cherchait des confirmations de la version qu'il avait déjà décidé d'aimer. Et tout ce qui ne correspondait pas, il l'effaçait, il le minimisait, il trouvait une explication. La psychologue Sandra Murray a passé des années à étudier ce phénomène. Dans ses recherches publiées dès 1996, elle démontre que les amoureux voient systématiquement leur partenaire de manière plus positive que la réalité, et même plus positive que le partenaire ne se voit lui-même. Murray appelle ça les illusions positives. Et voici ce qui est vertigineux. À court terme, ces illusions rendent les relations plus stables et plus satisfaisantes. Ton cerveau te ment, et ce mensonge, au début, te rend heureux. Mais toutes les illusions ont une date d'expiration. Il arrive un moment dans chaque relation où le halo commence à se fissurer. Ce n'est pas un événement, c'est une accumulation. Un matin où sa façon de parler t'agace. Un soir où tu réalises que vous n'avez pas grand-chose à vous dire. Une dispute où tu vois quelque chose dans ses yeux que tu ne reconnaissais pas. Et là, deux choses peuvent se passer. La première, tu paniques. Tu te dis qu'elle a changé, que la magie est partie, que tu dois retrouver cette version initiale qui t'avait envoûté. Tu cours après un fantôme. La deuxième, tu comprends que le halo, ce n'était pas elle. C'était une projection de ton désir sur une personne réelle. Et que maintenant, pour la première fois, tu la vois. Le conquérant choisit toujours la deuxième option, pas parce que c'est moins douloureux, parce que c'est la seule qui soit réelle. Comprendre l'effet de halo ne te rend pas cynique, ça ne te retire pas la capacité d'aimer, ça te donne quelque chose de bien plus précieux, de la lucidité. Le conquérant intérieur ne tombe pas amoureux d'une image, il prend le temps de voir la personne réelle, avec ses contradictions, ses failles, ses zones d'ombre. Et c'est seulement là, dans cette vision claire, qu'il décide. Voici 3 décisions concrètes à prendre dès maintenant. Premièrement, ralentis l'idéalisation. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'attire, note mentalement ce que tu ne sais pas encore. L'attraction est un signal de départ, pas un verdict sur la personne. Deuxièmement, observe sous pression. Le vrai caractère d'une personne ne se révèle pas dans les bons moments, il se révèle dans le conflit, dans la déception, dans l'inconfort. Ne juge pas une relation uniquement sur ses meilleurs moments. Troisièmement, distingue le deuil du halo du deuil de la personne. Si une relation s'est terminée,
Demande-toi honnêtement, est-ce que tu pleures cette personne ou est-ce que tu pleures l'idée que tu t'en étais faite? Ce n'est pas la même douleur, et elle ne se guérit pas de la même façon. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées pour lui-même. Les choses ne touchent pas l'âme, elles n'ont pas accès à elle. Notre trouble vient seulement de l'opinion que nous en avons. Tu n'as pas aimé quelqu'un d'irréel, tu as aimé réellement, mais à travers un filtre que ton cerveau avait posé lui-même. Et si ce filtre s'est brisé, c'est une bonne nouvelle, parce que maintenant, tu peux choisir d'aimer autrement, avec les yeux ouverts, avec la force de voir la réalité et de la choisir quand même. C'est ça, la conquête intérieure. Ce n'est pas d'éviter d'aimer, c'est d'arrêter de confondre l'illusion avec la vérité. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Pourquoi, même quand tu vois les red flags, ton cerveau choisit de les ignorer? Le biais de confirmation en amour et comment il te rend complice de ta propre douleur. Abonne-toi. Le conquérant ne s'arrête pas à mi-chemin.